NH, un- et donc, et ça on le voit là par exemple, je peux revenir là-dessus. Vous voyez, si on compare, les- ça c'est la chimie, si on compare le méthyle NH2, on a dessus plus d'honneur parce que la homo plus automatique. Quand vous augmentez d'un groupe d'honneur, il y a l'OM du qui est dans la donation qui va être. Ah, ah. Merci. Il faut éteindre là, c'est éteint d'ailleurs. Oui. Et donc un bras, deux bras et trois bras. Donc, on va comparer les absorptions à deux photons que nous avons ici. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on passe de un bras à deux bras, puis à trois bras, vous voyez qu'on n'a pas un simple doublement. Quand vous passez d'un bras à deux bras, vous n'avez pas un simple doublement. Vous voyez, c'est presque un triplement. Et quand vous passez du deux bras au trois bras, vous avez aussi une très grande augmentation. Donc on dit, bon, finalement, il y a une sorte de coopérativité. Lorsque vous mettez plus de bras, cela exalte la propriété d'absorption. Ce n'est pas l'addition de l'absorption de chaque bras. Alors, je passe au sujet que je préfère, donc je l'ai déjà présenté au moins une fois. D'ailleurs, ce transparent, il explique tout. Le reste va prendre que 2-3 minutes. Vous voyez ici ce qui se passe. Vous avez cette molécule. Alors, les boules jaunes, c'est de l'or. Et ça, c'est soit du soufre, soit du sélénium. Et ça, c'est du phosphore. Je vais vous présenter la véritable molécule. Et vous voyez que la distance entre les deux atomes d'or, elle est grande. Mais lorsqu'on irradie, lorsqu'on envoie de la lumière, on constate que ces deux atomes se rapprochent et se lient. On a une véritable liaison chimique entre les deux atomes d'or. Alors,
la prédiction a été faite d'abord par la théorie, parce que pour nous, c'est tout simple, je dois dire. On fait une optimisation de géométrie à l'état fondamental et à l'état excité, et on compare les distances. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez ici, donc c'est la distance. Donc voilà la molécule plus complète. Hein. Il y a des branches ici, c'est des phényls, mais peu importe. La distance or à l'état fondamental 3,32 et dans l'état triplé, c'est 2,68. J'arrive pas à bien lire d'ici. Peu importe. Donc vous voyez, nous, c'est une affaire de quelques minutes de calcul, hein, donc c'est assez rapide à faire. Donc, voyant ça, on a dit, tiens, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il va y avoir une liaison? Alors, lorsqu'on regarde le diagramme des OM, qu'on regarde HOMO et LUMO, donc on regarde la composition des OM, vous voyez, qui est donnée ici. On voit d'abord le pourcentage d'or avec les différentes orbitales, sous phosphore et la partie hydrocarbures. Le point essentiel, pour faire les choses courtes, si vous comparez, vous voyez ici on ne voit pas bien, c'est les deux atomes d'or. Vous voyez, il n'y a pas d'interaction liante, si vous voulez, entre les deux atomes d'or à l'état fondamental. Mais à l'état excité, vous voyez, vous avez, dans la LUMO, il y a l'OM est fortement liante entre les deux atomes d'or. Donc si un électron passe dans la LUMO, les deux atomes d'or vont se lier, une vraie liaison chimique, à l'état excité. Alors, pour confirmer l'existence de cette liaison or à l'état excité, donc on a sollicité les collègues expérimentateurs, parce qu'on avait besoin de faire du Raman, la spectroscopie Raman. Pourquoi? Parce que s'il y a une liaison or à l'état excité, il devrait y avoir une vibration or, un stretching or. Nous, par le calcul, on calcule la fréquence, c'est quelques secondes d'ordinateur, enfin quelques heures, on va dire, allez, ça dépend de l'ordi que vous avez. Et donc nous, on voit bien que si cette liaison existe à l'état excité, on doit observer un stretching, une vibration à la fréquence qui a été calculée, qui se trouve ici. Alors, on peut l'observer qu'en Raman et non pas en infrarouge pour des raisons de symétrie. Alors, aussi, pour passer à l'état triplé, il faut expérimentalement, vous voyez qu'il fallait irradier à 434. Donc, que dans les spectres Raman, vous allez voir, c'est très net, très très net. Regardez bien. Donc, notre collègue de Lille, l'université de Lille, qui a fait les manips, il y a quelques années déjà. Donc, elle prend de la poudre, hein, une poudre, et puis elle irradie à différentes longueurs d'onde. Et les pics, souvenez-vous, ça représente, dans ce domaine, ça représente des vibrations. Les différentes vibrations, les stretching, les bending, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est à des longueurs d'onde très grandes et qu'on ne peut pas procéder à l'excitation, à ce moment-là, vous voyez, les spectres se ressemblent. Mais dès lors que la longueur d'onde devient plus courte et qu'on peut donc passer à l'état excité, à ce moment-là, que se passe-t-il? Vous voyez apparaître ici un nouveau pic à 122 cm qui n'existait pas avant et qui est la signature de ce stretching qui apparaît dans l'état triplé. Donc voilà, donc c'est la preuve expérimentale qu'effectivement, il y a une liaison qui se forme à l'état triplé. Mais bien sûr, si vous coupez l'irradiation, la molécule revient à l'état fondamental et les deux atomes d'or vont se séparer. Donc vous observez ça uniquement à l'état excité. Alors, j'ai encore 5 minutes, très bien. Donc, je vais présenter rapidement une étude récente aussi. Alors, c'est celui de l'isomérisation cis-trans dans les diazos.
les diazos, vous voyez ce groupement qui est là, donc avec les collègues d'Angers qui ont fait les manips, des mesures, tout ça. Donc, pour essayer d'interpréter cette isomérisation cis-trans. D'abord, ça, c'est la forme dite trans, et la forme cis, c'est quand ce benzène passe de l'autre côté. Oui, c'est quand la liaison est par là. Voyez, c'est quand ce phényl et celui-là sont du même côté de la liaison. Bien sûr, le système n'est pas plan. Hein. Vous voyez, en fait, c'est pas une histoire de... Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas une histoire de rotation autour de cette liaison-là. Hein. Il faut vraiment casser en quelque sorte une liaison. Et dans le cas précis, pour faire court, hein, comment le processus peut-il avoir lieu pour passer de la forme trans à la forme cis? En fait, il faut affaiblir la liaison pi qui est là. Et cet affaiblissement ne peut pas se faire à l'état fondamental parce qu'on peut calculer la barrière de rotation entre la forme cis et la forme trans, mais elle est très élevée. Je ne sais pas, 30 ou 40 kilocalories par mol. Je crois qu'on va avoir cette valeur dans un dessin, là. Donc on ne peut pas observer cette isomérisation par voie thermique, si vous voulez. C'est par voie photochimique. Alors pourquoi? Vous allez voir, par voie photochimique, ce qui se passe, on va avoir une transition de type N pi étoile, les chimistes doivent connaître ça. Donc c'est un électron non liant qui est sur les azotes, qui va passer dans la pi étoile, donc de la double liaison, et qui est, elle, anti-liante, donc ça va affaiblir la double liaison et permettre la rotation après. Donc il faut une transition N-pi étoile pour que le processus puisse se déclencher. Alors nous avons étudié deux types de systèmes qui finalement ont des propriétés photochimiques très différentes. C'est un système, vous voyez, vous avez ici un groupement R. La molécule L1, c'est lorsqu'il y a un N-méthyl-2, c'est ça. Et la molécule L2, c'est lorsqu'il y a un groupement NO2. Alors, souvenez-vous que N-méthyl-2, c'est mon téléphone, non? Non, j'ai éteint mon téléphone. Donc, le N-méthyl-2, c'est un groupement donneur, et le NO2, c'est un groupement attracteur d'électrons. Et ce qui se passe, c'est que vous allez voir que la molécule L1 photoisomérise, ça veut dire qu'on peut passer de la forme trans à la forme cis sous irradiation, et que la molécule L2, non, elle ne photoisomérise pas, elle reste trans. La forme trans étant la forme la plus stable. Et nous avons aussi étudié, bon, mais c'est un détail, aussi le cas des complexes de rhénium, ici, qui sont représentés. Alors, tout d'abord, pour bien se convaincre que cette isomérisation, elle a bien lieu, pour L1, si on compare les spectres d'absorption UV visibles que l'on observe, vous voyez, lorsque la molécule, initialement, elle est dans la forme trans, qui est la plus stable, ainsi qu'on va le voir. Et lorsqu'on irradie, au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est indiqué ici, moi je n'arrive pas à bien lire, mais c'est indiqué le temps d'irradiation. Vous voyez que la courbe change complètement. On part de la courbe rose ou bien noire à celle-là. Donc ça, normalement, c'est la signature de la forme 6. En haut, c'est la forme trans. Et nous, lorsqu'on fait le calcul, pour nous, c'est facile. On fait une simulation en TD-DFT. Et effectivement, on observe exactement notre spectre simulé nous montre que vous avez là la forme trans qui est là et la forme 6 qui est là. Donc c'est une petite confirmation que la photoisomérisation qui est observée de toute façon, que c'est bien ce que les calculs confirment. Alors maintenant, bon, je vais passer là-dessus, ça ne présente pas d'intérêt. Juste maintenant pour comparer et pour essayer de comprendre pourquoi L1 isomérise, on passe de trans à 6 et L2 non. Alors l'explication que nous avons trouvée est la suivante. D'abord, je reviens sur ce que je vous ai dit, que c'est la forme trans
qui est la plus stable. Vous voyez, ici vous avez l'énergie de la forme trans, ici l'énergie de la forme 6. J'arrive pas à bien lire la valeur. Et la barrière, vous voyez, elle est très élevée. Vous voyez, pour passer de là à là, vous voyez, vous avez environ 40 kilocalories par mol. Donc par voie thermique, c'est pas possible. Alors, pourquoi est-ce que par voie photochimique, pourquoi est-ce qu'on peut provoquer l'isomérisation? Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on passe dans l'état excité S1, et qu'on laisse relaxer la molécule dans l'état S1 pour arriver au minimum d'énergie sur la surface de potentiel S1. Donc on fait ça en TD-DFT. On constate qu'on obtient ce qu'on appelle une intersection conique, à savoir que le minimum d'énergie que l'on a sur S1 correspond juste au maximum, au sommet de la barrière que l'on a pour passer de la forme trans à la forme 6. Voyez. Donc en quelque sorte, la photochimie vous permet de vous placer directement sur le sommet de la colline pour passer ensuite d'une partie à l'autre. Bon, alors, est-ce que ça tombe d'un côté ou de l'autre? C'est là où les choses sont différentes entre L1, qui est là, et là, on retombe directement dans la forme 6, puisqu'on isomérise, alors que pour L2, au contraire, on aura à revenir dans la forme trans. Je crois que j'avais peut-être autre chose à montrer, mais je crois que oui, j'aurais voulu vous présenter ça. Donc c'est juste un dernier mot pour remercier juste les collaborations. Donc j'arrêterai là avec les théoriciens. Et justement, il y a les collègues, les anciens doctorants, Camille Latouche, Anissa Mar et Mohamed Ben Mansour, là, qui sont maintenant maîtres de conf à Nantes, à l'UMMTO, et les expérimentateurs, donc de Rennes, de Taïwan, la collègue de Lille, qui a fait les manips de Raman, et M. Rayouri, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers. C'est lui qui nous a proposé le dernier sujet sur la photoisomérisation. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.